Donc on va pouvoir commencer et pour échanger ensemble donc, sur la transparence du champ à l'assiette du consommateur et quels sont les enjeux pour nos filières animales. Donc cette conférence, on va dire, va plutôt tourner autour de la filière volaille. Donc on va commencer donc, par une introduction qui sera faite par Monsieur Michel Frouchet pour permettre en fait d'exposer un peu les enjeux pour la filière volaille en termes de traçabilité. Donc on parlera ensuite des outils qui sont disponibles pour alimenter cette traçabilité, donc avant de conclure. Donc pour cette conférence autour de la filière volaille, donc, les intervenants seront donc Monsieur Michel Frouchet, qui est donc directeur de Val-de-Sèvres et qui est également président du comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras, plus connu sous le nom de CIFOG. Donc Monsieur François Lefebvre du CEATech, qui est donc spécialiste blockchain et innovation. Et donc moi-même, Florence Lecause, qui suis donc chef de produit à la société Keris. Je vais tout de suite laisser la parole à Monsieur Michel Frouchet, qui va nous faire une introduction sur les enjeux de la traçabilité pour la filière volaille. Merci Florence. Bonjour mesdames, messieurs. Donc moi je vais surtout vous, je dirais, vous apporter un témoignage. Un témoignage puisque, effectivement, comme l'a dit Florence, je suis le directeur d'une coopérative qui fait que du palmipède gras. Et je suis aussi donc le président d'interprofession donc, au niveau du foie gras. Comme vous le savez ou pas peut-être, on a vécu en 2016-2017 deux graves crises je dirais, d'influenza aviaire qui a failli mettre la profession, je dirais, tout à terre et surtout notre production de nos collègues du Sud-Ouest. Parce que oui, je suis président de l'interprofession foie gras, mais je suis vendéen, donc ça peut arriver aussi. Il n'y a pas que des gens du Sud-Ouest qui font du foie gras. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette traçabilité, pour l'amélioration, que ce soit la biodiversité dans notre filière, et on avait beaucoup de travail à faire, et je veux dire, j'associe toujours la traçabilité et la géolocalisation. C'est vraiment les maîtres mots, nous, chez nous, au niveau de notre système d'alerte professionnelle, parce qu'on est parti de rien. Et quand on a un premier cas d'influenza aviaire dans une région, et on vous dit, voilà, l'administration vous dit, on fait un rond de 5 km et là, il ne faut plus bouger, on se dit, mais il y a quoi, il y a qui dans le rayon de 5 km? Et là, on est parti, donc il n'y a plus qu'à aller sur le terrain et voir ce qu'il y avait comme oiseau, comme on dit, dans le secteur. Donc on est parti sur une base de données avicole, donc, où on inventorie tous les bâtiments et tous les éleveurs, et puis on l'associe donc à CartoGIP, qui est l'outil de la partie donc au niveau cartographique. C'est vraiment un outil de production et qui est, je dirais en termes de gouvernance, c'est vraiment la partie production qui mène la danse de ce côté-là. Donc ça a été mis en place au départ avec la CFA, donc la Confédération française de l'aviculture, et COP de France Aviculture. Comment et pourquoi est-ce qu'on a mis ça en place? Donc aujourd'hui, dans notre filière, on est à 90%, je dirais, tous organisés en groupement de producteurs ou en OP. Et après, donc, il y a une partie qui est plus importante, c'est vrai, dans le sud-ouest que par chez nous, sur des fermes indépendantes. Je dirais, tout le monde connaît le foie gras du Périgord, du Gers, des Landes, donc fait par des producteurs à la ferme, et qui est une très belle vitrine d'ailleurs pour notre profession. Après, ce genre de traçabilité et puis d'identification donc au niveau cette partie de volaille, un palmipède à foie gras, c'est bien évidemment, je dirais, c'est en concert avec l'administration, avec la DGAL. On ne peut pas travailler sans eux parce que c'est eux qui ont besoin aussi de l'information et comme nous également. Et cette base de données, elle est liée en amont, effectivement, avec la partie production, et en aval avec le système d'information de l'État, donc Signal. Et aujourd'hui, donc, je vous parle que de la BD avicole au niveau de notre traçabilité, puisque c'est rendu obligatoire via donc un accord interprofessionnel étendu. Donc, c'est comme une loi. Et après, donc, c'est bien d'avoir des fichiers, mais c'est encore mieux d'avoir des cartes. Et quand on a donc remis en place le système CartoGIP pour repositionner tous les bâtiments au niveau du territoire, on s'est vite rendu compte que quand vous ne mettez pas, je dirais, à quelque chose de précis en termes d'information sur la partie donc, géolocalisation, eh bien, vous demandez telle commune savoir où sont les bâtiments et vous les voyez tous sur la place de l'église. Donc là, il y a un problème.
Donc, parce que je n'ai pas beaucoup vu, moi, de bâtiments avicoles sur les places de l'église. Donc, il a fallu que l'ensemble des OP, des producteurs, je dirais, vous avez tous dans votre poche un téléphone qui pointe le GPS, et puis on a tout rentré donc à la mano dans le fichier, et c'est une rentrée maintenant devenue obligatoire. Donc, cet enjeu au niveau de ce que je vous disais au tout début, l'enjeu au niveau de la partie de la protection de la filière, ce rond au départ, au niveau qu'on voit au niveau du zonage, là, en haut à gauche, ce rond vert qui est fait par l'administration quand vous avez un cas. Et au jour d'aujourd'hui, je dirais ce rond vert systématiquement, donc on l'alimente avec les points. Donc ces points-là, ce sont les points qui sont alimentés au quotidien par les producteurs, au travers soit directement ou soit par leurs OP. Et on arrive donc à savoir qui sont concernés et quels sont les bâtiments qui sont pleins ou vides dans cette zone. Parce que quand vous avez un problème sanitaire d'ampleur influenza aviaire, on vous stoppe tous les déplacements, je dirais, il n'y a aucun mouvement d'animaux qui doit exister. Mais ce qu'il faut surtout aussi, c'est que, je dirais, les mouvements d'animaux, c'est une chose, mais l'élément le plus, je dirais, celui qui transmet le plus souvent le virus, c'est soit le camion qui se promène de ferme en ferme, ou le technicien, ou, je dirais, les éleveurs qui vont s'aider entre eux. Donc, avec cette base de données avicole, donc on exporte donc tout ce qu'il y a à l'intérieur, et on peut faire donc des tableaux de bord qui sont assez précis, et on arrive aussi à cibler l'élevage qui est concerné, et quand l'élevage est concerné, on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on fait toute la traçabilité, et ça c'est pour la partie DGAL, c'est tout ce qui est donc le travail des épidémiologistes avec DGAL et ANSES, savoir donc la dernière personne qui est rentrée dans le bâtiment, où est-ce qu'il est allé. Alors c'est vrai que souvent le plus pointé c'est l'éleveur, c'est un peu traumatisant aussi parce que c'est lui qu'on interroge le premier. Et puis après, savoir s'il est allé chez son voisin, s'il est allé à droite ou à gauche. Et puis après, donc, toutes les personnes qui puissent intervenir. Et dans cet export, on a fait également donc on a répertorié l'ensemble des intervenants qui existent, alors aussi bien sûr les fabricants d'aliments, je dirais les intervenants qui réparent les bâtiments, par exemple, et puis tout ce qui est carissage, tout ce qui peut naviguer dans une zone et dans le milieu rural. Et je peux vous assurer que quand on fait l'inventaire, c'est vraiment impressionnant, tous les gens qui peuvent circuler et transporter des petites bébêtes quand ça ne se passe pas bien. Donc l'objectif, il est clair. Cette traçabilité, elle sert vraiment à alerter et puis bloquer, et puis après, donc, dans un troisième temps, assainir donc, les zones qui sont je dirais, contaminées par rapport à un virus. Donc quand on regarde le plan de gestion de crise que l'on a donc, au niveau professionnel, dans un premier temps, c'est vrai que, alors ça fait souvent sourire, mais c'est souvent comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Quand vous avez un cas de maladie, d'influenza dans le cas présent pour nous, ça se passe toujours à 18h et en règle générale un vendredi. Et là, il y a un peu de panique parce que même que ça se passe dans la semaine à 18h, pour avoir la DDPP du département, vous avez souvent le répondeur. Il y en a quelques-uns quand même qui ont quelques 06, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis on vous dit, mais vous auriez pu prévenir demain matin. Je dis, ok, on aurait pu prévenir demain matin. Mais dans la nuit, si vous êtes dans cette conférence et que vous êtes dans le milieu de la volaille, vous savez ce qui se passe dans une nuit en volaille. Donc il y a X camions qui bougent. Et il y a longtemps qu'on a transporté les animaux, quelquefois sur 4-5 départements, et puis que s'il y a un pépin sanitaire, il y a longtemps qu'on l'a transporté, puis qu'on a diffusé partout. Donc c'est pour ça qu'on alerte très rapidement au niveau de l'interprofession. On est, je dirais, dans les 3 heures après que la détection d'un virus, on arrive, je dirais, à sensibiliser l'ensemble des cellules de crise, parce qu'on a une cellule de crise qui est au niveau national avec l'ITAVI, où là, on a tous nos collègues de la volaille qui sont concernés, parce que nous, on sait ce qui se passe au niveau des palmipèdes, mais on ne sait pas si dans le bâtiment chez le voisin, il y a du canard maigre, de la dinde, de la pintade, du poulet, peu importe. Donc, il faut arriver à tout recenser dans les quelques heures pour prévenir donc justement la partie DGAL. Et c'est vrai après, dans certaines zones où vous avez beaucoup de producteurs indépendants, on s'appuie sur le réseau des chambres d'agriculture qui souvent sont plus à même de nous prévenir, de savoir ce qui se passe dans le secteur. Et c'est vrai que ce qu'on espère ne plus voir, c'est, bien évidemment, il y a la mise à jour de la base de données, parce qu'une base de données avec, je dirais, on a
et Kéris en est l'exemple, parce que c'était un de nos partenaires par rapport à tout ce qui a été les transmissions des informations des SI des entreprises vers la base de données, parce que le but du jeu, c'est de dire on ne va pas rentrer 2 fois les informations, il faut vraiment qu'on ait des outils qui soient adaptés pour le faire. Mais quand vous avez un cas précis qui se déclenche un soir, j'aimerais que la mise à jour de la base de données doit se faire immédiatement, parce qu'à la veille, il y a eu un abattage, il y a eu un déplacement d'animaux, donc il faut qu'on puisse être capable d'alerter. Et ce qu'on veut surtout plus voir, c'est qu'on en arrive, je dirais, dans des zones où on a un cas de hautement pathogène. Et là, donc, c'est plus nous qui prenons la main, c'est bien évidemment l'État avec la DGL qui prend donc toute cette organisation. Mais là, après, ça va beaucoup plus loin, malheureusement, avec la fermeture des frontières au niveau du commerce. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire, moi, par rapport à cette traçabilité que nous, on a vécu, parce qu'on est parti de rien, c'est clair, et il a fallu tout construire, et on l'a construit en 2 ans. C'est vrai que ça a été, je dirais, lourd à mettre en place, mais aujourd'hui, on voit qu'on a une réactivité, parce que c'est comme dans les, je dirais, dans les entreprises au niveau de la partie incendie, des choses comme ça. Il faut faire des exercices, et on fait des exercices grandeur nature dans des départements entiers, voire des départements limitrophes, pour arriver à voir donc la réactivité des uns et des autres, et pour je dirais, confirmer que le système il fonctionne tout le temps. Il ne faut pas attendre la crise pour voir si tout va bien. Il faut le faire avant. Voilà. Merci. Donc les enjeux pour la filière, je pense que Michel Fruchet l'a bien expliqué en l'illustrant de manière très concrète avec la mise en place de la BD avicole pour les filières avicoles, et notamment dans le cadre de la réponse à l'influenza aviaire pour les palmipèdes gras. Là, un des enjeux, c'est bien d'assurer la sécurité sanitaire et alimentaire. C'est-à-dire en cas de crise sanitaire, dans le cas de la déclaration d'un épisode d'influenza par exemple, l'enjeu, il est d'être très réactif très rapidement pour empêcher la propagation de la maladie. Je pense que c'était très, très évident. Comme vous le disiez, les gens qui sont ici connaissent la volaille, mais clairement, les enlèvements de volailles, c'est la nuit, et c'est la nuit qu'on transporte les volailles vers les abattoirs. Donc la diffusion, elle est immédiate quand on est le soir. Plus vite on détecte un problème, plus vite l'alerte est donnée, moins on autorise finalement la propagation, et plus on protège bien entendu la santé publique et les consommateurs, mais on protège aussi les éleveurs qui sont qui sont fragilisés par le transport d'animaux infectés, qui risquent de contaminer d'autres élevages. Donc l'intérêt aussi de ces mécanismes de collecte de données à vocation d'alerte, c'est bien entendu de protéger la santé publique et la santé des consommateurs, c'est aussi de permettre de restreindre en fait les zones de contrôle et les zones d'interdiction à des zones qui sont très bien localisées et qui permettent du coup aux zones non touchées de continuer leur pratique d'élevage telle qu'elle existait avant, sans contrainte et sans restriction par rapport à la circulation des animaux et à l'abattage des animaux. La sécurité sanitaire, ça va être aussi, donc c'est les épisodes aussi, ça peut être des questions sur l'environnement des animaux ou leur alimentation. Si par exemple on détecte un problème, un champignon, une bactérie dans l'alimentation animale, la traçabilité qui va permettre d'identifier tout de suite les lots contaminés et éviter leur diffusion dans d'autres élevages, elle a aussi vocation à assurer une sécurité sanitaire en amont de l'élevage et donc du coup à protéger aussi la filière. Idem pour tout ce qui est médication, suivi de la médication des animaux. La traçabilité de ce suivi-là permet d'assurer, évidemment, tout au long de la filière, l'innocuité des médicaments dans la viande. On connaît tous les délais de retrait, par exemple, suite à une administration de médicaments aux animaux avant abattage. Cette traçabilité de la médication permet d'assurer la sécurité sanitaire. Malgré tout, la traçabilité, elle n'a pas uniquement pour vocation d'assurer la sécurité sanitaire et alimentaire. On a aussi de nombreuses démarches qualité qui sont de plus en plus présentes dans nos filières agricoles, qui reposent sur des cahiers des charges assez précis. On peut penser aux démarches qualité autour de l'agriculture biologique ou de viande sans OGM ou de chartes de respect de labels, par exemple. Le respect de ces chartes tout au long de l'élevage et de la vie des animaux jusqu'à leur arrivée dans l'assiette du consommateur
demande forcément d'assurer une collecte continue des données, une conservation de ces données et un lien entre ces données pour que le diffuseur final puisse certifier les produits qu'il a mis sur le marché. Et ces démarches qualité, on peut en être le témoin tous les jours en tant que consommateur, pas seulement en tant qu'acteur des filières, puisque quand on va acheter au supermarché par exemple des filets de poulet, si on achète des filets de poulet ou un poulet entier, c'est assez fréquent qu'on puisse, vous ferez peut-être attention si vous ne l'avez jamais regardé, on a le numéro du lot de volaille qui a fourni ces filets de poulet que je vais acheter. Le fait de pouvoir inscrire le numéro du lot de volaille sur l'étiquette de la barquette de viande, c'est bien que quelque part, ce numéro de lot-là, il a pu être tracé du moment où il a été mis en place chez l'éleveur qui a commencé à faire son élevage jusqu'au moment où il a été découpé dans l'usine de transformation et mis en barquette pour arriver sur l'étal du supermarché. Donc cette traçabilité-là, elle est aussi un vecteur un support des démarches qualité et elle est aussi un vecteur de communication envers les consommateurs sur une bonne maîtrise de toute la chaîne d'approvisionnement et de transformation pour garantir la bonne traçabilité des produits. C'est aujourd'hui quelque chose qui est important pour les consommateurs. Et ça pose aussi la question, et c'est aussi un enjeu pour la filière, de la valeur de cette transparence pour l'ensemble des maillons de la filière. Puisque cette traçabilité, elle nécessite de mettre en place un certain nombre d'outils qu'on va voir juste après et qui suppose également une action volontaire de collecte et de mise à disposition des données. Cette action-là qui fait de chaque maillon de la filière un producteur de données, quelle en est la valeur aujourd'hui dans les filières, et alors que cette transparence est un réel enjeu pour la consommation et pour une vraie demande sociétale autour de la mise sur le marché des produits agricoles et notamment des produits d'élevage. Alors, par rapport à ces enjeux, on a forcément un certain nombre d'actions qui sont nécessaires pour assurer cette traçabilité et répondre aux enjeux. Le premier, c'est la collecte des données. C'est ce que je disais. La traçabilité, c'est très bien de garantir la traçabilité. Malgré tout, si aucun des acteurs de la chaîne ne produit de la donnée, cette traçabilité, elle ne peut pas être assurée, puisqu'on n'a pas la donnée de base. Donc, c'est le premier enjeu. Comment on collecte les données ? Le deuxième enjeu, c'est comment on les stocke. Aujourd'hui, la traçabilité, si on parle de la traçabilité du champ jusqu'à l'assiette du consommateur, on voit bien qu'on va avoir multiples sources de données qui vont être différentes, de formats différents, de périodicités différentes, de types différents, qui vont devoir être agrégées ensemble et forcément normalisées pour pouvoir communiquer, on va dire, entre elles et être valorisées pour sortir une information qui soit fiable et qui soit pertinente par rapport à sa vocation. Donc ce stockage et cette normalisation des données, c'est la deuxième étape qui va être une réponse aux enjeux. Une troisième action à prendre en compte pour répondre à ces enjeux, c'est la sécurisation des données. C'est important que les données qui sont produites et qui sont stockées puissent être sécurisées dans le sens où, selon les contextes, elles doivent pouvoir être ou pas accessibles et elles ne doivent pas pouvoir être modifiées. C'est-à-dire qu'une donnée, elle doit être garantie dans son intégrité tout au long de son utilisation. Un autre enjeu, c'est bien sûr la transmission. Si la donnée est produite, si moi je produis une donnée sur mon élevage, mais qu'elle reste dans mon élevage, du coup, évidemment, elle aura un intérêt pour moi, en tant que producteur et utilisateur éventuellement de cette donnée dans mon élevage, mais elle ne servira pas à la traçabilité si elle n'est pas transmise au maillot suivant. Et c'est donc, au final, le chaînage des différentes données dans les filières qui va nous permettre d'assurer cette traçabilité et qui va permettre du coup de rendre les différents services qui sont attendus. Donc pour assurer cette traçabilité et les différentes actions que je viens d'évoquer, on va avoir plusieurs outils qui vont être utilisés déjà ou utilisables potentiellement. Et c'est cette combinaison d'outils qui va nous permettre au final d'assurer cette traçabilité. Alors Michel Fruchet a bien expliqué du coup la base de données centralisée. C'est un des outils qui est très utilisé dans les filières de production animale aujourd'hui. Donc je pense que vous avez bien expliqué le fonctionnement de la BD avicole et ses enjeux et la raison pour laquelle elle a été mise en place pour donc tracer tous les mouvements d'animaux tout le temps. Enfin, on trace tout le temps tous les mouvements d'animaux dans l'hypothèse où qu'on ne souhaite pas évidemment, mais où on en aurait besoin pour circonscrire une épizootie et être réactif en cas d'épizootie.
Ça existe aussi en porc, Guillaume Rouet en parlait en début d'après-midi, ça existe aussi en bovin avec la notification bovine, en ovin. Donc dans beaucoup de filières animales, on va tracer les mouvements des animaux pour pouvoir être réactif en cas de problème, même si on souhaite qu'il n'y ait pas de problème et qu'on ne s'en serve pas en fait. Un deuxième outil qui va être utilisé pour faire des transferts de données, ça peut être des interfaces. Une interface, c'est quoi? Ça va être deux systèmes d'information qui vont échanger des données via des canaux de communication. Donc les formats des interfaces, ils peuvent être assez divers. On a des interfaces, des échanges de fichiers via des FTP. Enfin, il y a plein de formats d'interfaces différents qui existent. On a aussi un certain enjeu autour de ces interfaces. C'est que pour que deux systèmes communiquent, il faut qu'ils parlent le même langage. Donc si le système qui pousse de l'information ne parle pas le même langage que le système qui la reçoit, il va falloir faire en sorte que ces deux systèmes puissent communiquer avec des tables de correspondance, avec des systèmes de transcodage des données. Donc du coup, la mise en place d'interfaces n'est pas toujours simple. Et donc un des enjeux des interfaces aujourd'hui, dans un monde on va dire des échanges qui communiquent de plus en plus via des outils dématérialisés, ça va être de mettre au point des interfaces qui sont normalisées et qui permettent du coup de s'affranchir des problèmes de langage et de mode de transmission pour toujours se baser sur les mêmes types de transmission. Il y a l'exemple peut-être des EDI que vous connaissez, qui sont beaucoup utilisés en approvisionnement pour les flux de facturation, qui permettent de normaliser en fait des échanges et qui du coup facilitent cet échange de données. Alors ensuite, ça on va dire que ça va être des types de données plus automatisés. On va aussi avoir des informations qu'on ne va pas forcément pouvoir acquérir via des interfaces parce qu'elles ne sont pas encore présentes dans un système. Il y a un moment pour que ça rentre dans le système, il va falloir que l'information soit produite quelque part. Donc on a depuis toujours la possibilité de saisir des formulaires. Alors avant on utilisait un papier et un crayon et puis après on remontait tous les papiers qui avaient été écrits à l'endroit où la donnée allait être utilisée. Il y a quelqu'un qui saisit ces données-là dans le système et puis donc du coup elles sont disponibles. Le problème de cette méthode plus ancienne, c'est que ça prend du temps, il faut déjà l'écrire, ensuite il faut que le papier soit transporté, ensuite peut-être qu'on va attendre d'en avoir assez pour saisir parce que c'est un peu pénible, alors du coup on va tout faire d'un coup. Et donc du coup l'information elle n'est pas disponible tout de suite. L'intérêt en fait du développement des outils déconnectés, connectés ou déconnectés qu'on utilise tous, donc des sites web, mais ça va être des applications sur des smartphones qui vont pouvoir être utilisées en déconnecté, smartphone ou autre, c'est que donc du coup on va démultiplier les sources potentielles de saisie dès l'endroit de production de la donnée. C'est-à-dire que quelqu'un qui est équipé par exemple d'un smartphone dans un élevage, qui va pouvoir renseigner un formulaire sur je ne sais pas, un nombre d'œufs pondus, par exemple, dès qu'il va le saisir avec son smartphone, ça va pouvoir directement être transmis à la base de données qui doit recevoir l'information. Donc on aura immédiatement une information à jour dès qu'elle est produite. Donc ce type d'outil favorise évidemment une collecte en temps peut-être pas réel, mais quasi réel, et donc du coup augmente aussi la possibilité de collecte de données, et donc de premières données brutes intégrées dans les systèmes d'information. Et enfin, on va dire, on a de plus en plus aussi le développement des IoT, donc Internet of Things, qui sont finalement des capteurs qui vont être liés à un système de collecte et d'exploitation des données et des informations. Pour comprendre, c'est assez simple. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous, pas moi, qui ont peut-être des montres connectées, donc des montres qui ont des capteurs qui vont, quand vous marchez, qui vont compter vos pas et puis qui vont vous dire à la fin de la journée que vous avez marché 5 km. Donc ça, c'est typiquement le type d'exemple où finalement on a un capteur qui va collecter de la donnée, qui va la stocker, qui va l'exploiter pour vous la restituer sous un format intelligible avec une valorisation de la donnée par rapport à ce que vous en avez besoin. Parce que ça ne compte pas toujours les kilomètres, des fois ça compte les pas, ça les convertit. Ou alors il y a un GPS qui va convertir en distance. Donc ça, c'est des exemples d'objets qui sont développés ces dernières années, qu'on utilise tous dans notre quotidien, mais qui ont une vraie application aussi dans le domaine professionnel. Dans les élevages, ça va être un peu différent. Ça va être, par exemple, des capteurs des régulations dans l'élevage avicole, qui vont centraliser l'ensemble des données des outils qui sont dans le bâtiment. Ça va être la ventilation, ça va être le chauffage, ça va être les pesées automatiques des animaux, ça va être la distribution alimentaire. Toutes ces données-là sont produites par les automates, sont collectées par le régulateur central qui centralise l'ensemble des informations.
Ces données-là, si le boîtier il est communicant, on peut les récupérer. Donc effectivement, nous, Keris, on a fait un outil qu'on appelle Avi5 qui se connecte comme ça aux automates d'élevage et qui peut remonter du coup tous les jours la synthèse des données qui sont produites directement dans l'élevage. Ça permet d'avoir des informations qui sont directement disponibles sans avoir d'action de saisie, qui peut être quand même une action qui est consommatrice en temps et qui va pouvoir être rébarbative ou enfin, prendre un temps qu'on préférerait consacrer à autre chose. Donc, toutes ces données-là sont des systèmes de collecte qui vont permettre de produire la donnée. Et ensuite, dans la manière d'exploiter cette donnée et de la mettre au service de la traçabilité, on a la blockchain qui va permettre, qui sont des outils un peu plus récents, qui permettent du coup de décentraliser en fait tous les propriétaires des données pour les mettre ensemble pour garantir la traçabilité. Juste avant de passer la parole à Monsieur Lefebvre qui va nous expliquer les tenants et les aboutissants de la blockchain, je voulais juste vous montrer un petit schéma qui rassemble un petit peu, on va dire, les idées autour de ce que c'est la collecte de données et la valorisation de données, avec, on va dire, une représentation qui est un peu simple, mais qui, je trouve, est plutôt pertinente pour expliquer le principe. C'est qu'au départ, pour avoir une donnée, on va avoir besoin de la collecter. Donc là, on a parlé des capteurs, donc qui vont être symbolisés par la pioche. Je vais chercher la donnée au fond de ma mine, là, avec ma pioche. Et donc ces capteurs, ça peut être de la saisie, ça peut être tout ce qu'on a exposé avant, mais la donnée, c'est comme ça qu'elle va être produite. Ensuite, cette donnée-là, il faut qu'elle soit transmise. Donc ça va être les réseaux. Donc là, c'est mon petit chariot qui va pousser ma donnée. Mais cette donnée-là, elle va être transmise soit via des canaux Internet, soit via des interfaces, etc. Mais elle va être transmise. Là, elle va pouvoir être stockée. Et là, elle va être stockée, ma donnée. Mais du coup, ma donnée, c'est des cailloux. Parce que la donnée brute, la donnée qui n'est pas normalisée, la donnée qui n'a pas un objectif en termes d'exploitation ou de valorisation, elle est là, mais je ne vais pas forcément en faire grand-chose. Parce qu'un tas de cailloux, c'est un tas de cailloux. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, quand je vais commencer à la valoriser, à l'analyser avec les autres, à avoir une vraie vocation d'utilisation, là, je vais commencer à travailler mes cailloux. Et puis, du coup, finalement, ça va me donner une pierre. Et cette pierre-là, celle-là, je vais pouvoir l'utiliser pour mon application d'exploitation finale. Bon, là, c'est une bague, mais je pense que chacun peut transposer avec son exemple ce que ça peut donner. Voilà à quoi je voulais arriver. Et donc, du coup, c'est vraiment le principe de la production et l'exploitation de données. C'est vraiment chaque maillon de la chaîne est indispensable. Et l'un ne va pas sans l'autre pour arriver au résultat final. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Lefebvre qui va nous expliquer les principes de la blockchain. Merci Florence. Bonjour à tous. Donc moi je vais rentrer dans le détail concernant une des technologies qui a été proposée par Florence pour valoriser ces données. Donc déjà mon exposé ne va pas du tout s'intéresser aux crypto-monnaies, à Bitcoin, etc. Au fait de miner les problématiques énergétiques. Nous on va se focaliser, parce que je travaille au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sur l'utilisation de la technologie blockchain comme support dans le monde industriel. Quelles applications elle peut offrir? Et en particulier, on va regarder aujourd'hui comment est-ce qu'on peut être utilisé dans le domaine bovin. Et savoir, est-ce qu'elle est mature? Alors, quelques dates clés pour dire que c'est quand même une technologie qui est relativement récente, puisque en fait, la première publication du protocole relatif à l'utilisation du Bitcoin date de 2008, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années à peine. Et depuis 2008 en fait, c'est surtout le monde industriel, le monde financier par contre, qui s'est saisi de cette problématique pour voir quelles pouvaient être les applications des crypto-monnaies. Et quelques années plus tard, en fait, c'est l'ensemble des secteurs industriels qui se sont saisis de la problématique en essayant de la valoriser à travers différentes proof of concept, des démonstrateurs pour l'utiliser. Et là, on est dans cette période-là un peu mouvante où on a des démonstrateurs et qui ne sont pas encore mis à l'échelle industrielle. Donc on est en train de basculer entre ce monde de démonstrateurs sur un déploiement industriel, voir est-ce que la blockchain peut être réellement appliquée au monde physique et essayer de lever justement l'ensemble des freins. Et le CEA participe justement à détecter les points technologiques bloquants pour pouvoir permettre à la blockchain d'être pleinement disséminée dans l'ensemble des secteurs industriels. Alors justement, c'est quoi la technologie? C'est quoi la blockchain? Alors pour simplifier, parce que le but n'était pas de faire un cours théorique sur la blockchain, j'ai structuré ça en 2 points. La blockchain, c'est avant tout une structure de données, c'est ce qui est mentionné sur cette partie-là. C'est donc un registre de données qui est répliqué sur chez l'ensemble des acteurs. Et c'est quoi cette structure de données? C'est une structure de blocs. Chaque bloc contient un ensemble de transactions.
et chaque bloc fils contient une référence sur le bloc parent. C'est pour ça qu'on appelle ça, il y a un chaînage. Et ces chaînages sont faits par des moyens cryptographiques. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est la blockchain, c'est également un protocole. Donc, c'est ce qui est symbolisé dans ce schéma-là. Ah, j'ai l'impression que c'est pas... Enfin, c'est pas grave. Dans ce schéma-là, où l'ensemble des nœuds d'un même réseau, on va avoir la propagation d'une information suivant un protocole, donc un consensus établi par l'ensemble des acteurs. Et à cette définition-là, en fait, correspond un ensemble de propriétés qui correspondent à des propriétés très fortes de la blockchain. Donc le fait qu'elle soit sécurisée, puisqu'en fait pour écrire dans les blockchains, ça se fait avec des clés cryptographiques. Elle est vérifiable et transparente, c'est-à-dire que chacun d'entre nous peut vérifier l'ensemble des données qu'il y a au sein de la blockchain. Elle est permanente et infalsifiable parce que je vous ai expliqué qu'il y avait succinctement un chaînage des données. Et donc on ne peut pas modifier une donnée qui a été préalablement inscrite. Et de ce fait-là, elle est sans frontières et elle est robuste. Toutefois, on ne parle pas de la blockchain, mais des blockchains, parce qu'il y a un ensemble de blockchains qui répond à ce périmètre, donc comme Bitcoin, comme Ethereum, Parity, Hyperledger. Mais en fait, plus qu'une technologie, la blockchain, c'est un changement de paradigme. Et on va voir comment ça s'applique dans le domaine de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie. En fait, dans le monde actuel, on avait des données qui étaient centralisées et qui étaient manipulées par un seul et unique propriétaire. Ça peut être une banque, une assurance. Et ils mettaient à disposition ces données-là via des interfaces que Florence nous a présentées. Et là, on est en train de basculer dans un monde distribué où l'ensemble des acteurs participent à ce réseau-là et de ce fait possèdent eux-mêmes une copie de ces données. Et de par ce fait, en fait, maintenant, tout ce qui est connaissance, décision, responsabilité et résilience du système est distribué sur l'ensemble des acteurs. Donc c'est vraiment un changement de paradigme. Et donc une des définitions possibles de la blockchain, c'est vraiment, on parle d'une technologie de stockage, effectivement, mais surtout de transmission d'informations et de valeurs. Par valeur, on peut représenter donc des cochons, des poules, des porcs, de manière transparente, sécurisée à cause des clés de cryptage, et surtout qui fonctionne sans organe central de contrôle. Donc c'est ce qui est représenté dans le dernier schéma, la dernière ligne, c'est que dans le monde précédent, en fait, lorsque deux parties faisaient un contrat qui était établi, il fallait forcément passer par un tiers de confiance, donc par exemple dans le domaine bancaire, une banque qui faisait la migration de l'argent d'un compte vers un autre compte. Avec la blockchain, on élimine ce tiers de confiance et on fait directement la transaction entre deux acteurs. Et cette transaction est inscrite de manière ou déclenchée automatiquement via des smart contracts qui sont inscrits dans la blockchain. Et comme l'information est répliquée sur l'ensemble des nœuds, ça assure le fait que ce soit non falsifiable. Alors, quelques applications de la blockchain. Donc, nous, au CEA, on travaille sur l'ensemble des applications de la blockchain. Et aujourd'hui, avec vous, on a décidé de se focaliser exclusivement donc, sur le domaine, par exemple, de la supply chain, donc la chaîne logistique, qui peut s'être appliquée dans le domaine de l'agroalimentaire. C'est l'ancienne présentation, mais c'est pas grave. Il doit y avoir une petite... Alors... Aujourd'hui, en fait, les entreprises font un certain nombre de déclarations auprès des consommateurs. Donc, c'est des déclarations concernant l'origine des produits, le fait qu'ils soient sans OGM, par exemple, le fait qu'ils aient été traités ou pas par des antibiotiques et autres, pour se conformer à un ensemble de directives. Toutefois, il y a eu de nombreux scandales, et donc il en résulte une certaine perte de confiance dans la chaîne, donc l'ensemble des acteurs, mais également une perte de confiance au niveau du consommateur final. Et donc, on peut utiliser la blockchain pour fournir effectivement des preuves, cette fois-ci formelles, de l'origine des produits, de l'ensemble des traitements qui ont été faits, donc de la traçabilité même du produit depuis la ferme jusqu'à la table. Et toutes ces informations-là vont être enregistrées dans une chaîne de blocs qui est au sein de la blockchain. Alors, ce n'est pas la même présentation que tout à l'heure, mais donc ça, c'était cette partie-là que je symbolisais. Et nous, au CEA, en fait, par exemple, on a un domaine d'application. On a fait dans le domaine un prototype qu'on a fait avec Elior et Dossi autour des œufs. Et ce prototype a été porté par la startup Connecting Food, qui a noué un partenariat fort avec nous. Qu'est-ce qu'on a été capable de faire? C'est que donc sur une chaîne, une supply chain de l'œuf, depuis le fermier, en passant par le transporteur, le filler spot et le restaurateur, on va être capable en fait, de suivre les actifs numériques, donc à savoir les lots d'œufs. Donc ça, c'est la première mission qu'on s'était... associés. Donc on utilise la blockchain pour tracer chaque lot d'œufs.
La deuxième chose qu'on a été capable de faire au sein du CEA, c'est d'utiliser la blockchain pour numériser cette fois-ci les contrats, c'est-à-dire ce qui régit les interactions entre les acteurs, donc entre le fermier, le spot, le grossiste. Et donc ces contrats qui étaient, du point de vue juridique, qui étaient écrits sous format papier, sont maintenant été transposés directement dans la blockchain en tant que smart contracts, qui vont s'exécuter automatiquement en fonction de conditions. Et enfin, donc ces deux couches-là, qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet de faire la traçabilité, donc d'utiliser la blockchain en tant d'outil de traçabilité. Mais ça nous permet également, nous au CEA, d'avoir implémenté un module un peu spécifique qui s'appelle le Live Audit, qui a été mis en place par Connecting Food, qui permet en temps réel de déclencher des alertes lorsque un processus ne correspond pas au cahier des charges qui a été spécifié par l'industriel. Donc un processus, il y a des entrées, il y a des sorties. L'industriel va faire il a un cahier des charges très spécifique. Et donc nous, en comparant les sorties par rapport aux entrées en fonction du cahier des charges, qui a été numérisé directement dans la blockchain, on est capable en temps réel de lever une alerte qui va pouvoir être transmise à certains membres aval ou amont dans la filière. Donc ça, c'était pour illustrer la blockchain dans le domaine agroalimentaire par la supply chain. Mais en fait, on peut faire beaucoup plus de choses. On peut faire donc la traçabilité des animaux et non pas juste des aliments. Donc traçabilité de quelle nourriture ils reçoivent, quels sont les traitements antibiotiques qu'ils reçoivent. Ça va nous permettre de gérer de manière plus transparente les éléments concernant les épizooties, c'est ça ? Oui, épizooties. Voilà. Ça peut également contribuer à notariser l'ensemble des critères qui rentrent dans le cadre du bien-être animal ou des critères qui rentrent dans la valorisation du produit. Donc, par exemple, est-ce que la vache a été ou pas dans un pré ? Mais on peut aller encore plus loin, puisque donc la blockchain peut, via les smart contracts, par exemple, faire une délégation d'assurance par rapport à des événements climatiques qui pourraient pénaliser des agriculteurs, permettre de détecter, comme j'ai mentionné tout à l'heure, donc des anomalies en temps réel, et créer donc un lien de plus en plus important entre l'agriculteur et le consommateur final, directement, sans passer par exemple, les centrales d'achat ou les grands groupes. Et ça, c'est grâce à des propriétés que la blockchain offre en tant que réducteur de barrières, en tant que traçabilité, de tracking également. Et on voit qu'ici, il y a un certain nombre de startups françaises, comme Connecting Food, que je mentionnais tout à l'heure, mais aussi T-Food ou Applifarm, qui est donc basé à Rennes, qui utilise la blockchain comme vecteur, justement, au sein de ces problématiques dans le monde du bétail. Donc pour conclure, je ne pense pas que la solution en blockchain soit une solution à part entière. En fait, la richesse de la blockchain, elle ne vaut que si elle est couplée avec d'autres technologies. Donc Florence mentionnait tout à l'heure l'Internet des objets connectés. Et effectivement, ça va être un des objets qui va être capable de remonter automatiquement de l'information dans la blockchain. Pour en assurer la transformation des données en informations qui ont de la valeur ajoutée, il faut la coupler avec l'intelligence artificielle, ou tout du moins toutes les technologies autour du machine learning et du big data. Et ces éléments-là ne pourront être faits que si on arrive à relever certains challenges, donc des challenges d'une part technologiques, puisque j'ai mentionné tout à l'heure qu'il y avait plusieurs types de blockchains, donc il va falloir être capable de faire une interopérabilité entre ces blockchains, être capable de passer à l'échelle, c'est-à-dire qu'il y a certaines blockchains où le nombre de transactions est limité par une unité de temps, donc si on veut tracer un certain nombre d'actions sur le bétail, il va falloir être capable de le faire. Il y a un challenge surtout régulationnel, c'est-à-dire le fait que les régulateurs vont permettre de valider le fait que la blockchain va être une preuve formelle, comme quoi, un support de preuve. Et enfin, ce qui est important, c'est que la blockchain, il faut qu'elle soit acceptée, utilisée, mise dans une forme qui corresponde à l'ensemble des acteurs et entre autres aux agriculteurs, et donc qu'elle soit accessible. Et c'est pour ça que le CEA travaille sur l'ensemble de ces trois piliers, et donc on est à la recherche par exemple de partenaires dans ces domaines-là, autour du bien-être animal, du big data, l'intégration de capteurs intelligents pour justement déployer toutes ces technologies-là au sein des blockchains. Voilà, en gros, c'était ça que je voulais mentionner avec vous. Donc je vais faire une conclusion. Donc du coup, on a pu voir donc avec les différents exemples qui ont été donnés par les intervenants que donc la
La traçabilité représente évidemment un avantage, notamment en cas de crise sanitaire, parce que ça permet d'avoir une réactivité qu'on n'aurait pas autrement et de retirer, soit de retirer du marché des aliments qui sont impropres, soit de circonscrire en fait des catastrophes sanitaires à des endroits plus limités. On a cité évidemment l'influenza aviaire avec l'exemple de la BD avicole, mais je pense qu'on se souvient tous aussi des œufs contaminés au fipronil qui avaient été tout de suite identifiés. On a pu remonter en fait la source et donc du coup tracer la raison pour laquelle on avait pu avoir des œufs qui étaient impropres à la consommation et donc du coup repérer les filières pour lesquelles il n'y avait pas de contamination. Donc ça permet vraiment d'être réactif et d'apporter la preuve d'innocuité dans des cas de crise sanitaire. Également, on en a parlé, c'est très important du côté aval de la filière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la possibilité de montrer qu'on est capable d'assurer la traçabilité d'un produit alimentaire mis sur le marché n'est pas, c'est quasiment une condition d'accès au marché. C'est-à-dire que au-delà de la réglementation, les consommateurs sont très demandeurs en fait de pouvoir être capables de dire d'où vient l'aliment qu'ils sont en train de consommer. Et finalement, aujourd'hui, cette traçabilité imposée par rapport à cet accès au marché n'a pas d'influence sur le tarif du consommateur. On est obligé quelque part de faire cette preuve-là. Alors je ne parle pas des filières type l'alimentation bio où pour le coup c'est un respect de cahier des charges, donc là-dessus il n'y a pas de sujet. Mais je parlais tout à l'heure de la viande sur laquelle on va avoir un numéro de lot, on sait d'où ça vient. Alors, conférence sur le porc, j'ai pris l'exemple des saucisses où il y avait la photo des éleveurs. Là, c'est moins vrai, mais je crois qu'il y a aussi des poulets sur lesquels on a la photo des éleveurs. Donc, du foie gras, pardon. Oh, je suis désolée, je ne mange pas assez de foie gras, je crois. Donc, du coup, c'est très rassurant pour un consommateur d'être capable en fait, d'identifier la personne qui a produit finalement l'aliment qu'il va consommer. Et ça fait partie finalement des choses qui se développent beaucoup parce que d'un point de vue marché, c'est important. Mais finalement, on l'a vu, ça suppose aussi soit des investissements dans des outils de collecte, soit un effort de collecte de la part des différents maillons de la chaîne qui profitent de ces retombées. Finalement, ça pose question sur la rémunération des producteurs de données. Puisque on donnait l'exemple plus tôt dans l'après-midi d'une blockchain qui avait été mise en place dans le milieu du cinéma. Je reprends l'exemple de Guillaume Rouet à mon compte. A priori, il y a une blockchain qui a été mise en place dans le milieu du cinéma qui répertorie en fait pour un film tous les différents acteurs qui ont participé. Alors quand je parle des acteurs, je parle des acteurs professionnels, pas uniquement des acteurs qui jouent et qu'on voit à l'écran. Et donc du coup, de l'acteur justement au producteur, au chef opérateur, le caméraman, le distributeur, toutes les personnes qui vont intervenir entre le moment où le film est décidé et le moment où vous achetez votre ticket de cinéma pour aller le regarder, le fait d'avoir développé sa blockchain, ça fait que sur le prix de chaque ticket de cinéma, les centimes vont tomber, ou euros, je ne sais pas, à toutes les personnes qui ont participé. Donc du coup, ça permet de répartir la valeur sur tous les producteurs de valeur qui ont amené à créer ce prix de ticket de cinéma. Et finalement, c'est un peu l'idéal qui est difficile à atteindre parce qu'il y a des différents poids, des différents maillons de la chaîne, mais c'est un des exemples de ce que permet la blockchain aussi en tant que diffusion des retombées. Ce qu'on peut dire aussi par rapport à la traçabilité, c'est que plus on annonce, plus le consommateur attend des preuves. Quand on dit qu'on produit, on est sur une filière sans OGM ou sur une filière en volaille, c'est beaucoup les filières bleu-blanc-cœur avec des alimentations spécifiques, on attend, le consommateur s'attend à pouvoir prouver, en tout cas à se voir apporter la preuve que ce qui est mentionné sur le produit qu'il va acheter, il est capable de vérifier qu'effectivement ce qu'on lui annonce est vrai. Et donc ça, c'est pour répondre à ce genre de problématique, avoir un système de traçabilité fiable et constant dans le temps est indispensable. On ne peut pas faire autrement. Et la dernière chose, c'est que la transparence demande de la sincérité. Pour être transparent, pour avoir une vraie traçabilité, il faut que chacun soit d'accord d'apporter sincèrement des données sur ce qu'il fait. Et cette sincérité-là, elle est difficile à prouver. À partir du moment où une information est produite, on part du principe qu'elle est vraie. Et c'est ce qu'apportent finalement ces systèmes comme les blockchains où, on va dire, le contrôle entre pairs permet d'apporter plus de crédit à cette sincérité. Même si l'erreur est humaine, ça arrive qu'il y ait des erreurs et on peut avoir des erreurs.
tant qu'elle est, c'est une vraie erreur et qu'elle n'est pas volontaire, elle est acceptable. Et finalement, tous ces systèmes de traçabilité, ça permet de renforcer la confiance mutuelle de tous les maillons de la filière et d'apporter, on va dire, du champ à l'assiette, une confiance aux consommateurs par rapport au mode de production des filières animales. Merci pour votre attention et on va vous proposer, si vous le souhaitez, de répondre aux questions. Si vous avez des questions pour l'un ou l'autre des intervenants. Oui. Une question sur la pérennité des données. On parle de blockchain, de données qui se conservent, qui sont répliquées. Il y a le registre mis en place par M. Fichet et son organisation. Quelle est la durée de conservation en fait, de ces données et quelle durée on s'engage? C'est une bonne question. La durée, c'est vous qui la définissez. Bon, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je dirais toutes les bases de données qu'on dit, on va dire elles sont illimitées les durées, puisque tout est récent finalement. Ça a quelques années, même la base de données port, elle n'est pas si vieille que ça non plus. Donc après, à nous, au niveau des institutions et au niveau de, je dirais, de l'administration aussi, parce qu'à un moment donné, il fera un arbitre, et rien de tel que, je dirais, que ce soit l'administration qui décide. Est-ce que ce sera 10 ans, est-ce que ce sera 20 ans? On ne sait pas du tout combien de temps est-ce que ces données-là, il faudra qu'on les conserve. Mais c'est vrai qu'on n'a pas aujourd'hui d'inscrit dans le marbre exactement le temps qu'on conserve les données. Dans le monde animal, j'allais dire quelque part, enfin, nous pour notre production, on sait tout ce que l'on peut faire à partir d'un produit jusqu'à temps qu'il n'y a plus de produit. Vous allez jusqu'à un niveau de conserve. Quand vous avez un aliment qui a au-delà de 5 ans de la vie, du départ de l'animal jusqu'à la consommation finale du produit, je dirais on a évacué tout le problème de toute la chaîne qui a pu être développée. C'est pour ça que si on le garde 10 ans, on est large, très large même. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Je rajoute moi un éclairage par rapport à la blockchain. Comme l'information elle est écrite de façon pérenne, donc on ne peut plus la modifier, donc ça pose un autre problème. Parce que normalement, dans le cadre des bases de données, on a un droit, au point de vue de la CNIL et de la réglementation de la GDPR, la réglementation sur les données privées, de pouvoir avoir un retrait ou une modification de ces données-là. Or, la blockchain ne permet pas justement de faire ça, parce qu'une fois que c'est inscrit ad vitam aeternam. Donc effectivement, il y a des travaux qui sont menés pour écrire dans la blockchain des informations qui sont non liées à la personne. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre le nom, le prénom de la personne dans la blockchain en clé, entre guillemets. C'est dans des bases séparées. Et lorsqu'on interroge la blockchain, on a juste une trace de ces éléments-là, où on a d'autres informations qui, regroupées avec, par exemple, la base de données que vous mentionnez tout à l'heure, vont permettre d'être valorisées dans un deuxième temps. Mais je rappelle que dans les blockchains, on ne peut pas effacer la donnée. Donc elle sera là autant qu'il y aura un ordinateur qui fonctionnera, qui sera sur le réseau, quoi. Je voulais juste rajouter, moi, tout à l'heure, par rapport pour donner l'importance de la traçabilité, c'est aussi des choses dans les bases de données où nos adhérents, nos mandants, ne se rendent pas compte de l'importance que ça peut avoir. Je vous donne un exemple. Avec le Japon, on a réussi au niveau de la partie, au niveau international, pour commercialiser le produit. Le Japon, jusqu'alors, à partir du moment où il y avait un cas de maladie sur le territoire, il bloquait tout le territoire. Aujourd'hui, en ayant fait la démonstration aux Japonais qu'on avait justement une base de données qui était fiable avec... on leur a fait voir la cartographie, on leur a fait voir tout ce qu'on a mis en place. Et ben, c'est grâce à cela que l'administration a réussi à avoir de la régionalisation. Parce qu'ils ont compris que, mettez-vous à Tokyo et regardez ce qu'est la France, c'est la tête d'une épingle. Hein. Donc ils disent, mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'on découpe encore la petite tête qu'on voit sur le globe? Et ben justement, on a réussi à faire en sorte... administrativement, maintenant, on n'est pas rendu, on avait voulu que ce soit par cercle de maximum 5 ou 10 km, mais aujourd'hui, s'il y a un cas en Bretagne, on ne va pas bloquer l'ensemble de la France. S'il y a un cas dans le sud-ouest comme il y a eu, on n'aurait pas bloqué l'ensemble du pays. Et aujourd'hui, ça se fait acté au niveau international. Donc c'est vraiment une réelle importance. Bonjour.
Moi, j'aurais une question sur la traçabilité. Justement, vous parlez d'un réseau qui est plutôt national, mais les camions, aujourd'hui, ils font des trajets européens, donc internationaux. Comment est-ce qu'on peut avoir une traçabilité là-dessus et une gestion? Alors, on a la chance dans ce que je vous présente, moi, dans mon milieu, qui est le palmipède gras, que l'international, on ne connaît pas. Je dirais, quand vous faites du canard gras, quand vous abattez à 2 heures déjà, c'est déjà le bout du monde, quoi. Donc, on n'a pas de transfert d'animaux vivants, je dirais, qui viennent de pays étrangers pour pouvoir alimenter nos abattoirs. Donc, nous, comme on n'est que sur la partie vivante, je dirais, tous les élevages, ce sont les élevages qui sont dans le périmètre national, quoi. On n'a pas à tracer. On ne trace pas dans nos bases de données quand le produit est fini. On trace nos bases de données tant que le produit est vivant. Donc une fois que c'est rendu à l'abattoir, c'est-à-dire on arrête là sur nos bases de données. Blockchain, elle, c'est autre chose. Mais nous, sur nos bases de données, on va à partir du moment où on livre le caneton d'un jour, jusqu'au temps, même avant, au niveau des reproducteurs, donc les futurs repros, les repros, donc le couvoir, et puis après, jusqu'à temps que ça va en élevage, en engraissement, à l'abattoir, et une fois que c'est à l'abattoir, le lot s'arrête. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas cette difficulté-là. Juste pour compléter, donc, pour ceux qui font de l'export d'animaux vivants, parce que ça existe, on a des systèmes en fait, centralisés au niveau européen et au niveau international, donc des déclarations obligatoires sur des systèmes centralisés, que sont les systèmes TRACE ou les systèmes Expadon, sur lesquels toutes les personnes qui expédient en fait, des animaux vivants doivent déclarer leur mouvement d'animaux, leur joindre des certificats sanitaires qui sont certifiés par un vétérinaire, certificats qui doivent être dans la langue du pays expéditeur et dans la langue du pays, au moins en anglais ou dans la langue du pays qui reçoit. Et tous les mouvements en fait, d'animaux sont tracés au niveau européen et aussi au niveau international, justement parce que le risque de propagation sanitaire est énorme à partir du moment où, si on envoie des animaux malades de France dans un autre pays, c'est la cata. Donc là, au-delà de la problématique uniquement de traçabilité, d'un point de vue alimentaire, pour savoir ce qui s'est passé, il y a un vrai enjeu de sécurité sanitaire qui, de toute façon, est pris en charge par les autorités, par ces déclarations. Je n'ai pas forcément de complément, à part dire que pour la traçabilité avec une blockchain, à partir du moment où en fait, on a ce qu'on appelle un token, c'est-à-dire quelque chose qui représente un lot, par exemple d'œufs, un animal qui est numérique, et ben, je veux dire, l'ensemble des acteurs qui veulent agir dessus peuvent le faire. Donc, là, il n'y a pas de frontière, comme on le mentionnait tout à l'heure. Donc, la blockchain, donc, elle n'est pas normalisée. Donc, par rapport à ce que mentionnait Florence tout à l'heure, il n'y a pas forcément un effort à faire sur la normalisation. Il y a juste un identifiant qui est en gros sur ce registre distribué, un ensemble de clés qui permettent d'y accéder et d'écrire à nouveau des informations supplémentaires, mais il n'y a pas cette notion de frontière. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier d'être venu écouter la conférence et vous souhaiter une bonne fin de journée. Et si vous souhaitez nous voir individuellement, c'est aussi possible. Merci. Au revoir.